de transmutation. Hein, vous avez tous été des orateurs de transmutation. Alors, ce que je propose, c'est qu'on démarre cette réflexion à propos des conséquences de la crise et de votre vision optimiste du futur par une rapide présentation de vous quatre. Donc, on a Grégoire Borst, qui est intervenu à Transmutation Université l'année dernière. Il est professeur de psychologie du développement et des neurosciences cognitives à l'Université Paris-Descartes. Il est membre de l'Institut universitaire de France et directeur adjoint du laboratoire. Il est responsable du master en psychologie et de la spécialité de DevMaster. Il est auteur de nombreuses publications scientifiques, notamment sur le développement neurocognitif de l'enfant et de l'adolescent dans les différents apprentissages scolaires. Alors, bienvenue aussi à Abdenour Bidar, qui lui est intervenu comme orateur en 2017 à Transmutation à l'Université d'été. Il est philosophe, essayiste et haut fonctionnaire à l'Éducation nationale. Et il est auteur de nombreux livres, dont Les rencontres de la laïcité, Les tisserands, Quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui, L'islam spirituel de Mohamed Iqbal et Libérons-nous des chaînes du travail et de la consommation. Et il a contribué aussi au livre de transmutation des 10 ans qui a été publié l'année dernière. Puis on accueille Ilios Kotsou, qui lui est un orateur ancien de transmutation, qui était déjà là en 2013, docteur en psychologie, chercheur au sein de la chaire Mindfulness de Grenoble, cofondateur de l'association Émergence qui œuvre pour une société plus solidaire et consciente et qui finance des projets humanitaires. Et comme les autres, il est aussi auteur de Psychologie positive, le bonheur dans tous ses états, Petit cahier d'exercice de pleine conscience, Se changer et changer le monde en collaboration notamment avec Mathieu Ricard, John Kabat-Zinn, Pierre Rabhi et Caroline Nessir, et Éloge de la lucidité. Et enfin, Pierre Portevin, qui est membre de Transmutation. Il est coach, de dirigeant de PME de 4. Il est également conférencier et formateur. Et comme tous les autres, il est aussi auteur de 2 livres, Mon meilleur ami, c'est moi, et Oser, ça change tout. Alors, ce que je propose peut-être pour démarrer notre réflexion, c'est une réflexion par rapport à la crise actuelle. Hein, comme le disait Abdenour, elle nous force à faire face à nous-mêmes, à la mort, à nos peurs et à nos limites, et elle démontre notre fragilité et les faiblesses de nos modèles. Et quelle faiblesse ou quelle carence vous semble prioritaire à corriger? Qui veut démarrer? Ilios, je suis sûr que tu as plein de choses à dire là-dessus. Je vais démarrer. Je dirais, oui, quand elle remet en lumière en fait nos réseaux de solidarité, mais elle remet d'abord en lumière nos fragilités, nos faiblesses, c'est vrai. Et je dirais dans les 3 grands domaines desquels Abdenour parlera, nos liens avec le vivant en général, nos liens avec les autres et nos liens avec nous-mêmes. Et si on regarde les liens d'abord avec ce qu'on appelle la nature, dont nous faisons tous partie, je pense qu'on se rend compte qu'on a instrumentalisé la nature, on a considéré le monde dans lequel on vivait comme un monde de choses, et on a considéré le vivant non comme des êtres, donc les animaux pour commencer, les arbres, la nature, mais comme des choses qu'on instrumentalise. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on est arrivé un petit peu à la limite de ce modèle-là, qui nous expose à la figure, et quand on pense à tous les problèmes du réchauffement climatique et ainsi de suite, on se rend compte que voilà, on est vraiment à bout. Alors, si on vient au deuxième élément qui est le lien avec les autres, on voit la question des inégalités sociales qui sont criantes. De nombreuses études comme celle de Wilkinson ont montré que l'égalité, c'est bon pour la santé de toutes et de tous. Et aujourd'hui, la crise, elle nous montre que c'est ceux qui sont les premiers qui souffrent des inégalités, souffrent encore davantage du coronavirus. Dans le monde, nous, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va survivre et ressortir. Pour beaucoup de femmes et d'hommes, la question, c'est comment est-ce qu'on va arriver à manger, comment est-ce qu'on ne va pas mourir de faim. Et donc voilà de nouveau mis en lumière ces inégalités criantes et incroyables. Et donc on pourrait dire le troisième élément, c'est nos problèmes avec nous-mêmes. C'est-à-dire on ne s'est pas intéressé à la vie intérieure, à la connaissance de soi, qui n'est pourtant pas une idée nouvelle. Hein. Connais-toi toi-même, était-il écrit au fronton du temple d'Apollon à Delphes. Et donc nous, dans notre monde qui est plutôt tourné vers l'extérieur et la consommation, on oublie de prendre soin de ce qui fait que nous sommes des êtres humains centrés, qui vivons du bien-être, qu'on puisse partager avec les autres. Et on pourrait dire, si je prends une citation, alors on n'est qu'un philosophe, c'est toujours dangereux de prendre une citation d'un philosophe. Si on prend Kant qui nous proposait de toujours traiter l'humanité, mais on pourrait dire l'humanité pas seulement, mais aussi la planète, aussi bien
dans ta personne que de toutes les autres, jamais uniquement comme un moyen, mais aussi toujours comme une fin. Voilà notre grand problème, c'est qu'on instrumentalise nous-mêmes, les autres et la nature, et qu'il est temps de changer ce rapport-là et d'avoir un rapport de sujet à sujet, donc d'avoir un vrai rapport de respect dans ces trois dimensions-là. Et si je reviens avec la nature et le vivant, c'est de se dire quel changement fondamental de rapport voulons-nous cultiver aujourd'hui avec nos sœurs et nos frères humains et avec les autres qu'humains. Abdelou, toi qui as écrit Les liens, le tisserand, qu'est-ce que tu penses? Oui. Ben, tu sais, je ne vais pas répéter ce que dit Ilios, à quoi j'adhère évidemment à 100%. J'y adhère parce que déjà, il me semble que la démarche est la bonne. C'est-à-dire que on pourrait s'en tenir au fait que nous sommes aujourd'hui agressés par un virus et que la question est simplement une question sanitaire, une question de santé publique, etc. Et la démarche d'Ilios, c'est à mon avis la bonne et je la partage. C'est d'ailleurs sur ce mode-là que je suis intervenu dans la crise. En réalité, l'opportunité est à saisir d'être renvoyé à nous-mêmes par ce que nous subissons de la part d'une adversité biologique. Et en effet, il me semble que là, s'il doit y avoir une vertu de cette crise, même si, soyons prudents avec cela, hein, toute crise n'est pas en elle-même salvatrice et nous ne savons pas toujours tirer les leçons que nous pourrions tirer de ce qui nous arrive. Mais ce qui nous arrive nous renvoie à nous-mêmes. Il me semble que c'est l'approche la plus féconde. C'est-à-dire nous renvoie à ce que tu appelais dans ta question des carences, des faiblesses, des dysfonctionnements. Et moi, je dirais même, en plus de tout ce qu'a déjà pointé Ilios, que de manière spectaculaire, en tout cas moi, ça me frappe dans cette crise, nous sommes renvoyés à notre rapport extrêmement difficile et plus que difficile, je dirais défectueux à la mort. La question de la relation à la mort, à mon avis, hante cette crise. Voyons de quelle manière déjà cette mort que nous ne voulons pas voir, que nous ne voulons plus voir dans nos sociétés qui sont des sociétés sécularisées, des sociétés dans lesquelles eh bien, on ne croit plus en grand-chose, eh bien, cette mort, nous la mettons déjà habituellement loin de nous. Hein, nous la reléguons dans des hospices qu'on appelle en France des EHPAD aujourd'hui. On donne un nom en plus à ces lieux, un nom qui n'a aucune signification. Un EHPAD, qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. On met la mort à distance, on ne veut pas la voir. Et là, aujourd'hui, plus que jamais, la mort est un repoussoir absolu, puisque les personnes âgées dans les EHPAD sont isolées, on ne peut pas les visiter. Les malades ont été confinés dans des services spéciaux des hôpitaux dans lesquels les familles ne peuvent pas aller les voir, ce qui pose en plus une question fondamentale par rapport à un droit humain qui est le droit d'accompagner la personne malade et d'assister un proche dans une situation qui, dans un certain nombre de cas, hélas, est une situation de fin de vie. Donc, plus que jamais, la mort dans nos sociétés est un repoussoir, uniquement un repoussoir auquel nous ne savons pas, me semble-t-il, donner de signification, que nous ne savons pas appréhender, que nous ne savons pas accompagner, et qui nous renvoie en réalité, pour moi, au vide existentiel absolu dans lequel sont nos sociétés horizontales et matérialistes. Donc, je crois que nous pourrions avoir en tout cas un sacré rendez-vous avec nous-mêmes, je dis sacré sans jeu de mots, un sacré rendez-vous avec nous-mêmes autour de questions de fond, autour de questions profondes. Mais ce que j'observe, c'est que la parole médiatique hyper majoritaire ne fait pas de place pour ce type de questionnement existentiel. On nous bombarde d'informations et d'informations qui, pour moi, d'un point de vue humaniste, ou du point de vue des liens qu'évoquait Ilios, ou du point de vue du rapport à la mort que je viens d'évoquer, sont des informations qui ne sont que de la désinformation, c'est-à-dire du bruit qui nous ressasse sans arrêt un descriptif de l'événement, sans être capable de nous aider à en tirer un certain nombre de leçons, à prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive. Et donc, en réalité, on ne fait que développer, heure après heure, médiatique, que ce climat anxiogène dans lequel règne la peur, et au fond de la peur de la mort.
Donc en réalité, les gens sont démunis dans nos sociétés désenchantées et on a une information qui les rend toujours plus démunis, c'est-à-dire qui non seulement les précipite dans le vide existentiel, mais qui leur enferme, qui leur met le nez, je dirais, qui les laisse ligoter dans la caverne de Platon. Mais merci, Oui, mais je vais passer la parole peut-être à Grégoire, toi qui es le spécialiste des neurosciences. Et comment est-ce que nos cerveaux appréhendent cette crise? Est-ce qu'on perçoit ce qui s'y passe ou est-ce que justement on va mettre un barrage psychologique pour ne pas prendre conscience de nos faiblesses et de ce qu'on peut tirer à la fois de positif et de négatif de cette crise? Bah, je crois qu'il faut, regarder. Alors, je serais moins. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, hein, mais je vais être plus terre à terre. C'est-à-dire que si on se pose la question de quelles sont les fragilités et les faiblesses de nos modèles, il est clair qu'il y a une fragilité du modèle éducatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas préparé à penser une crise de cette ampleur, on n'est pas préparé à penser la problématique d'une courbe exponentielle. On voit que les gens ne comprennent pas ce qu'est une courbe exponentielle. Donc, ils ne comprennent évidemment pas, je dirais, la réaction à cette courbe exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire finalement un confinement? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un R de 2,7, c'est-à-dire que chaque personne va infecter 3 personnes? Qu'est-ce que ça a comme incidence finalement sur le système de santé? Tout ça, finalement, ça démontre les limites de notre système cognitif, de notre système émotionnel aussi, on l'a très bien dit, l'anxiété. Et quand on est dans des systèmes, dans des situations et dans des contextes où l'émotion finalement prend le pas sur notre raison, et sur notre rationalité, on voit bien qu'on commence à déraisonner. Et on le voit tout le temps dans cette crise. C'est vrai qu'on disait la faiblesse de l'information qui est véhiculée. On voit bien qu'on a un espèce de décompte permanent du nombre de morts qui va renforcer finalement une impression que la mort rôde autour de nous, alors que si on regarde de façon extrêmement, je dirais, pragmatique la problématique qui nous est posée, il y a beaucoup plus de gens qui continuent à mourir de famine aujourd'hui, qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont finalement évidemment problématiques pour une société, mais qui peut-être ne nécessitaient pas une espèce d'hystérie collective autour de cette question-là. Et qu'on voit bien qu'on a aussi un autre problème pour notre société, c'est-à-dire de penser finalement un rapport à la santé qui est compliqué parce qu'on a mis je dirais, l'accent sur l'individualisation de la médecine individualisée, et qu'on est dans une problématique finalement de médecine collective, de santé publique. Et on voit bien que c'est problématique pour les gens parce qu'on l'avait déjà vu sur la problématique de la couverture vaccinale, où vous avez des gens qui disent j'ai bien le droit de faire mes propres choix. Non, dans la problématique de santé publique, on n'a pas le droit de faire ses propres choix. Par définition, on vit en société, cette société, cette vie en société, elle implique qu'effectivement, il y a des choix qui s'imposent à nous. Et on voit très bien que dans le confinement et la difficulté du confinement qui a pu être mis en place notamment en France, on était bien dans une problématique de comprendre qu'on ne parlait plus du je, mais qu'il fallait parler du nous. Et que c'est difficile parce qu'on a des biais, notamment des biais psychologiques qui font que on a du mal, par exemple, à appréhender effectivement que nos comportements peuvent avoir une incidence globale sur la société. Typiquement, on sait depuis les années 50 les problématiques de dilution de la responsabilité. C'est-à-dire que les gens typiquement se disent « oui, mais c'est pas très grave si moi je sors ». Sauf que si on sort tous, ça a une incidence globale pour la société. Donc je vois qu'il y a un problème d'éducation, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir aujourd'hui éduquer les gens à tous ces biais qui font que la réponse publique peut parfois ne pas être optimale dans ce type de crise. Et puis deuxièmement, de façon plus générale, effectivement, on voit bien la crise de l'éducation à travers le fait que les gens ne sont pas capables de penser une courbe exponentielle. Et je veux dire, on en a tous les jours dans les médias des gens dont on se sent bien qu'ils racontent finalement des choses qui montrent leur incapacité à comprendre cette problématique-là. Et puis on a un autre problème qui est effectivement la diffusion très très rapide d'informations, avec massivement de la désinformation qui circule. Alors, les dernières en date, c'est Luc Montagnier, mais on peut prendre toutes les études du professeur Raoult qui ne respectent aucun des standards de la médecine moderne et notamment de la médecine expérimentale. Mais néanmoins, ça ne pose pas de problème. On va diffuser ça dans les médias. Le président de la République va se déplacer à l'IHM pour aller voir le professeur Raoult qui lui donne un tableau rempli de chiffres qui ne respecte aucun des standards de la science actuelle et qui, sur cette base-là, va prendre des décisions pour la nation. On est dans l'irrationalité la plus totale. Pierre, comment tu réagis quand tu entends ça? J'ai deux questions annexes peut-être par rapport à ce qu'on a entendu. Est-ce que finalement tout ça ne remet pas un peu en cause deux de nos notions, c'est-à-dire l'individu est central dans nos sociétés et la science a réponse à tout? Mais je pense que ce que ça réveille le plus, c'est la bêtise humaine. C'est qu'on a
beaucoup de difficultés à appréhender ce qui se passe, on a beaucoup de difficultés à reconnaître notamment ce dont parlait Grégoire, tous ces biais cognitifs qui nous envahissent et qui nous font penser que ben, moi, je sais ce qui est bon pour moi et pour les autres. Hein, c'est comme les 40 000 personnes qui assistent à un match de foot et qui savent mieux que les entraîneurs qu'il faut faire et qui donnent des conseils à tout le monde. Mais voilà, il y a ce problème des biais cognitifs et il y a peut-être même ce bug fondamental, pour reprendre le nom du livre de Sébastien Boller, le bug humain. Peut-être que le bug fondamental, c'est de croire qu'on a juste quelques biais et quelques bugs et ne pas accepter l'idée que ben, on est des animaux avec un cerveau qui marche un peu mieux peut-être que certains animaux, mais peut-être moins bien aussi, et qu'on a besoin de réapprendre à penser. Et ça soulève en moi plusieurs inquiétudes. Le premier, on parlait du rapport à la mort, c'est que ce qu'on appelle la terror management theory nous montre que quand quelqu'un est confronté à la mort, cela éveille une crainte, ou en tout cas une sensibilité par rapport à l'estime de soi et à la valeur que l'on a soi-même. Et ça génère des replis sur soi, alors qu'on est dans un moment où on doit s'ouvrir aux autres. Et donc la question est, et je vous l'envoie, messieurs les experts, ce double problème d'une crise qui nous invite à agir d'urgence et une solution qui est liée à l'éducation, qui est un problème, enfin, qui est une solution à long cours. Comment est-ce qu'on peut réconcilier cette pression à court terme et cette solution qui ne fonctionne qu'à long terme? Si vous me permettez, je voudrais rebondir sur cette question que tu soulèves à nouveau, Pierre, qui est la question de l'éducation et qui a été déjà développée par Grégoire. Je pense qu'il y a dans cette éducation qui est à repenser une dimension qui éclate dans cette crise, qui est la nécessaire éducation de l'irrationnel. L'éducation de l'irrationnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Souvenez-vous d'Edgar Morin qui dit nous sommes des êtres complexes, nous sommes des êtres rationnels et irrationnels. On ne peut pas, et il n'est pas souhaitable d'ailleurs, d'éliminer la dimension d'irrationalité de l'existence humaine. Mais moi, ce qui m'inquiète dans cette crise, c'est l'absence totale d'éducation de notre capacité d'irrationnel, qui va s'exprimer dans cette crise d'une manière brute, j'aurais presque envie de dire barbare, en tout cas sauvage, sous la forme de ce que Grégoire a évoqué, c'est-à-dire l'hystérie collective, la peur à grande échelle, etc. Pour moi, c'est le signe d'une irrationalité immature. Et qu'est-ce que ce serait qu'une irrationalité mature, ou une irrationalité éduquée, ou une irrationalité cultivée? C'est une irrationalité qui arrive à se rendre, au moins dans une certaine mesure, un peu maîtresse d'elle-même, c'est-à-dire ne pas céder à la panique, ne pas céder à l'angoisse, et cultiver ce que nous permet de cultiver l'irrationalité, à savoir des espérances, des idéaux, une foi en nous-mêmes, en l'humanité, une foi pas nécessairement au sens religieux, une confiance, ce que Pierre appelle une estime de soi, et une confiance dans l'avenir de l'humanité. Bon. Et j'ai l'impression aujourd'hui de faire partie d'une humanité qui a fait le pari de l'ultra-rationalité, sans faire sa place à une réflexion sur ce que peut être l'irrationalité humaine, et qui se trouve rattrapée par une espèce d'irrationalité sauvage qui n'a été canalisée, éduquée, cultivée par aucun processus civilisateur. Et à partir de là, sous couvert de faire un monde toujours plus rationnel, nous avons basculé collectivement dans une espèce d'hystérie mondiale qui, à mon avis, nous fait faire, la plupart du temps, n'importe quoi, plutôt que de nous amener, de nous mettre en capacité de réagir positivement, c'est-à-dire de réfléchir ensemble, de nous mettre en tension ensemble vers des buts, vers des grands buts, vers des grandes finalités collectives, des finalités de sens qu'évoquait Elios tout à l'heure, tout ce qui regarde la recréation des liens,
Mais tout ça ne peut venir que dans une intériorité dont l'irrationalité a été en quelque sorte apprivoisée, cultivée et, si j'étais freudien, je dirais sublimée. Il y a aussi comment Oui. apporter du sens et comment aider chacun à vivre ce moment qui est quand même très angoissant. Alors, j'aurais bien aimé rebondir juste une seconde sur ce qui vient d'être dit juste avant, Oui. en parlant de passer du je au nous. Ça me semble particulièrement important, mais je pense qu'il est aussi très réducteur de réduire ça à la situation du confinement. Tout à coup, on devrait se rendre compte qu'on est un nous parce qu'il faut se confiner. Se confiner pourquoi? Pour ne pas infecter les autres et pour survivre et pour continuer un modèle qui a montré ses limites. Je crois que le vrai passer du je au nous, c'est nous rendre compte que la vraie mondialisation, c'est la mondialisation des cœurs et des situations sociales autour du monde, et de ne jamais oublier ou se rappeler, c'est vraiment le jour de se rappeler que tous les jours, il meurt 25 000 personnes de faim dans le monde. Alors bien sûr, c'est important qu'on regarde les chiffres dans nos pays en disant il y a tel millier de nombre de morts, mais 25 000 personnes chaque jour meurent de faim. Et donc, le sentiment d'interdépendance qu'il nous faut cultiver aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est nous rendre compte qu'on est vraiment liés. Et cette idéologie qui nous fait croire qu'on est séparés, uniques et qu'on peut contrôler le monde, elle ne fonctionne pas. Scientifiquement, elle ne fonctionne pas. Socialement, elle ne fonctionne pas. Et donc, il y a vraiment une forme d'écologie relationnelle. Et je reviens à Abdenour et à ce très beau travail sur les liens qu'il nous faut cultiver aujourd'hui. Sinon, je pense qu'on n'en sortira pas. Ça paraît une évidence aujourd'hui. Si on ne prend pas vraiment la mesure de l'importance de ces liens, et un autre élément qui pointe ça, c'est la solitude. On sait que la solitude tue au moins aussi sûrement que le coronavirus, et ça on le sait scientifiquement, elle tue. Et que va-t-on faire pour ce sentiment de solitude qui a augmenté encore, je pense en France, on est passé de 10% à 25% de sentiment de solitude. Et donc, il y a vraiment quelque chose de structurel auquel travailler. Grégoire. Non, je pense qu'effectivement, alors c'est amusant parce que je pense qu'on prend le problème sur des angles différents. Donc, j'entendais bien cette idée d'irrationalité à cultiver. Alors, moi, j'appellerais ça les compétences socio-émotionnelles. Vous appellerez ça l'irrationalité. Et quand je suis entièrement d'accord, hein, le jeu au nous, passer du jeu au nous, c'est pas uniquement dans le cadre du confinement, c'est évidemment beaucoup plus global. Et c'est cette idée finalement que nous sommes interliés les uns aux autres, et puis évidemment liés à la nature. Alors, le contrat social et le contrat avec la nature notamment. Mais je crois juste qu'effectivement, d'une part, on est tombé quand même dans une irrationalité hystérisante avec cette idée que la science contrôle tout. Non, la science ne contrôle pas tout, et c'est ne pas comprendre la science si on ne comprend pas que la science, évidemment, a une part de vérité, mais n'a pas toute la vérité. Je veux dire, quand on est un scientifique, on essaye d'établir des faits au-delà d'un doute raisonnable, et si on oublie ça, finalement, on prend des choix politiques qui sont par définition erronée, parce qu'on croit que la science ne dit pas ce qu'il faut faire, la science établit des faits et ensuite on peut s'en emparer pour avoir une réponse sociétale et politique. Et on voit bien que dans cette crise, on a fait peser finalement le choix politique sur les scientifiques. Mais ce n'est pas le rôle du scientifique de faire ça, sinon on bascule dans une société scientiste et c'est absolument pas l'enjeu ici. C'est simplement d'avoir une vision éclairée de ces problématiques-là. Et sur l'éducation, je pense qu'on en revient finalement à ce qu'on disait, la caverne de Platon, c'est exactement ça, c'est-à-dire développer le sens critique des gens, la pensée critique pas simplement individualisée, mais collective, qui permet finalement aussi de développer par cette pensée critique un sentiment d'appartenance globale, une vision commune et des idéaux communs. Et on voit bien que ce n'est pas du tout la réponse qu'on a pu avoir pour l'instant des pouvoirs publics. Je suis effaré de la communication autour du coronavirus. C'est-à-dire que quand on prend quand même, je ne sais pas qui, il paraît qu'il y a une structure interministérielle qui s'occupe des comportements humains. Alors, je ne sais pas qui dirige cette structure en France, mais enfin, ils font n'importe quoi. C'est-à-dire que l'alpha et l'oméga de cette structure, c'est de considérer que, de toute façon, il faut simplifier le message parce que les gens sont cons. Je suis désolé de le dire comme ça, mais globalement, si vous parlez avec un certain nombre de conseillers ministériels, c'est ce qu'ils vous disent. C'est-à-dire que les gens, de toute façon, ne peuvent pas comprendre. C'est strictement faux. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les gens peuvent comprendre. Seulement, il faut avoir un message clair et qui ne soit pas dissonant d'un point de vue cognitif. Sauf que précisément ce qu'on a fait au début de la crise, c'était ça. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, on va fermer, c'est très dangereux ce coronavirus, on va fermer les lieux collectifs, les restaurants, les écoles, et le lendemain, on nous expliquait qu'il fallait aller voter, qu'il n'y avait aucun problème et que ça ne serait pas dangereux. Mais d'un point de vue psychologique, on sait bien que ça met les gens dans une situation de dissonance cognitive, on donne deux informations contradictoires, ce qui a amené les gens, effectivement, à sortir massivement dehors, et ensuite on les culpabilise parce qu'ils sont sortis dehors. Non, les gens à culpabiliser, c'est les gens qui font de la communication de crise et qui sont incapables
d'avoir je dirais, le b.a.-ba des processus psychologiques qui poussent les gens à se comporter d'une façon ou d'une autre. Et effectivement, il y a une éducation à repenser totalement de ce point de vue-là et qui est totalement inexistante pour l'instant dans le système éducatif. Pierre, comment donner un message d'espoir et de positivisme aux gens qui se posent des questions sur l'avenir et qui sont angoissés? Je vais te citer, Stani. Je pense qu'il faut un nouveau récit, qu'il faut avoir une nouvelle histoire du monde qui soit enthousiasmante, qui donne envie à chacun de s'investir et de donner le meilleur de soi pour y contribuer. Et ce récit-là, il n'existe pas vraiment. Alors, il y a plein d'éléments qui sont là et moi, j'adore. Évidemment, quand on parle du triple lien d'Abdeno, qui en parlera mieux que moi d'ailleurs, il est assez fondamental. On citait Morin qui dit à côté de la rationalité, on doit cultiver la poésie. On parle d'éducation qui doit se transformer, avoir une éducation de l'irrationnel, une éducation à la pensée, une éducation au biais cognitif. Tout ça, c'est magnifique et ça m'enchante. La mondialisation des cœurs. Voilà, moi, ça, c'est un projet magnifique. La difficulté que j'ai, moi, par rapport à tout ça, c'est que ce sont des projets à long terme qui nécessitent un temps long et qu'on est dans une situation de crise. Alors, les crises, Jean Monnet disait, l'homme n'accepte le changement que devant la nécessité et il n'accepte la nécessité que devant la crise. Cette crise, elle peut contribuer au meilleur et au pire. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça s'oriente plus vers le pire que vers le meilleur. Alors, je reviens à la question que je posais à nos invités, et nos amis d'ailleurs. Comment peut-on trouver une réponse peut-être plus effective et rapide à ce moment de crise, sachant que la vraie réponse, elle est longue, et que ça prendra du temps? Abdeno, comment construire un nouveau récit alors qu'on est face à l'urgence et à une demande qui est adressée au gouvernement, que tout revienne comme avant? Il y a déjà quelque chose de fondamental, ça je l'ai écrit aussi, c'est donner aux gens les moyens d'agir. Donner aux gens les moyens d'agir. Arrêter, comme le disait Grégoire, de les infantiliser, de les puériliser, et leur donner les moyens d'être des citoyens d'une démocratie authentiquement participative. Et à cet égard, j'ai écrit un petit livre que j'ai appelé « Libérons-nous » des chaînes du travail et de la consommation. Et dans ce petit livre, je reprends une idée que je n'ai pas inventée, mais qui est de plus en plus dans l'air du temps. Et je pense qu'en disant ça, je ne le dis pas de manière péjorative, ça ne veut pas dire que c'est une idée à la mode. Je reprends l'idée du revenu de base. Je reprends l'idée du revenu universel. Parce que, comme tu l'as dit, Pierre, moi j'ai écrit Les Tisserands. Comme d'autres, j'ai dit il faut recréer du lien. La mère de toute nos crises, c'est la crise des liens. La crise du lien à soi, la crise du lien à l'autre, la crise du lien à la nature. Mais une fois qu'on a énoncé ce grand récit de recréation du lien, j'ai dit, et cette formule a été beaucoup reprise, notre responsabilité fondamentale est maintenant de réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Mais on fait comment ? Comment concrètement, comment donner à cette belle idée une opérativité? Comment faire que demain l'engagement pour changer la vie, et pour commencer soi-même par changer de vie, pour changer la vie, comment faire en sorte que cet engagement ne soit pas le luxe de quelques privilégiés qui ont déjà dans leur existence les conditions idéales pour pouvoir s'engager, hein? Eh bien, il faut changer la situation matérielle de base des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont astreints à une contrainte économique qui les tient comme ça, qui les oblige à prendre n'importe quel job, y compris des fake jobs, ou y compris des jobs qui n'ont aucun sens, y compris des jobs qui participent à déchirer encore un petit peu plus tout ce qui reste encore à déchirer, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'il faut qu'ils payent leur crédit, il faut qu'ils mettent de l'essence dans leur voiture, etc., etc. Il faut qu'ils tiennent le coup dans cette société qui nous oblige toujours à payer quelque chose et qui fait qu'on a toujours quelque chose à payer. Bon. Donc le nerf de la guerre, c'est l'argent, la subsistance, le moyen de la subsistance matérielle. Donc moi je propose comme première revendication politique, parce que là il faut passer de l'idéal au politique,
C'est ça que j'entends dans ta question, Pierre. Hein. Et quand on veut faire du politique, il faut toujours commencer par une revendication. Voilà. Il faut un étendard, un premier étendard, qui soit l'étendard d'une revendication concrète, qui soit posée par suffisamment de monde, portée, par suffisamment de monde. Donc, moi, j'ai proposé le revenu de base. Je l'ai théorisé bien au-delà de la médiocrité du débat politique sur la question, qui se réduit toujours à combien ça va coûter. Bon, c'est nul, ça c'est vraiment nul, parce qu'en réalité, par rapport à notre capacité de production de richesse en ce début du XXIe siècle, on n'en est plus là du tout. La question, c'est la question que posait déjà André Gorz à la fin du XXe siècle. Il disait, nous devons réussir à bâtir la société du temps libéré, la civilisation du temps libéré. Et Hannah Arendt disait, elle déjà, bien avant, dans les années 50, elle disait, attention, c'est une société de travailleurs qu'on va libérer du travail. Et les gens vont se retrouver dans un vertige. Si on leur octroie un revenu de base, ils vont se retrouver dans un vertige parce qu'il va falloir qu'ils se réapproprient le temps qu'on leur donne. Et donc, elle est là, la responsabilité, à mon avis, aussi d'éducation collective, c'est est-ce que, en même temps qu'on va octroyer un revenu universel, on est capable de réfléchir ensemble aux finalités qui pourront être les nôtres pour, justement, comme le disait Ilios, faire du nous avec ça, c'est-à-dire articuler nos énergies disponibles et notre temps disponible autour d'un certain nombre de grandes représentations du bien commun et de ce qu'il y a à faire collectivement. En l'occurrence, ce que j'appelle, moi, la réparation des liens, du lien à soi, du lien à l'autre et du lien à la nature. Mais tout ça ne s'improvise pas. Parce que le temps avance. Juste peut-être pour ceux qui nous écoutent, faire référence à Philippe Van Parijs, hein, qui est intervenu en même temps que toi à Transmutation en 2017 sous le thème Révolution responsable et qui a largement décrit la question du revenu universel. Ilios, quelle solution pour le futur? Évidemment, s'il y avait une solution toute faite, on le saurait depuis longtemps, et donc je me méfie, moi, de plus en plus des solutions, surtout quand elles viennent de moi. J'irai 3 pistes. La première piste, très très concrète, c'est que, et ici je vais citer mon ami le philosophe Federico Procopio, cette crise, elle nous invite à 3 choses, et c'est les 3 grands messages qu'on reçoit. Et alors le premier, il est en lien avec nous-mêmes, puisqu'on nous dit restez chez vous, ne sortez pas pour être des bonnes citoyennes et citoyens. Alors partons explorer nos espaces intérieurs. Et là, à nouveau, il ne s'agit pas d'une lubie, du nouvel âge pour personnes nombrilistes en manque de choses à faire, mais vraiment une vraie exploration qui nous permet quoi? D'aller trouver un espace de liberté à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, il ne l'est pas. De nous permettre d'être beaucoup plus libres aussi par rapport à l'information, ce qu'a dit Grégoire, les fake news et ainsi de suite. Et commencer cette connaissance de soi, je pense qu'elle est vraiment la base d'un individu, d'une femme, d'un homme qui fonctionne bien et qui participe à une société qui fonctionne bien. Donc cultiver cette liberté intérieure. Et peut-être ça sera l'occasion aussi de nous rappeler que, tout comme au Moyen-Âge, on ne se brossait pas les dents, on se rinçait la bouche, dit-on, le jour des fêtes avec de l'urine, peut-être qu'aujourd'hui, on se rendra compte que cultiver un espace intérieur, eh bien, ça sera la même chose, se brosser les dents dans le temps. Ça va devenir notre hygiène quotidienne, notre douche émotionnelle, notre douche de l'esprit quotidienne. Le deuxième élément, à côté de cette connaissance de soi, c'est pour construire le récit, c'est s'appuyer sur ce que la société civile fait déjà de bien. Alors, il y a énormément aujourd'hui de mouvements de solidarité qui doivent nous donner de l'espoir. On peut penser à tous les mouvements citoyens, les plateformes coronavirus partout, dans tous nos pays. On peut penser à la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés partout. Comment on prend en compte et qu'on prend soin des plus fragiles aujourd'hui parmi nous. On peut penser aux groupements d'académiques qui se mettent ensemble et prennent des positions en faveur de la démocratie, de la participation. On peut penser à la coopération, d'ailleurs, des femmes et des hommes, qui, la plupart d'entre elles et d'entre eux, coopèrent sans avoir besoin de coercition ou de punition. Et je pense que particulièrement, c'est l'occasion de valoriser tous les métiers du care. Et donc, ces métiers qui étaient des métiers invisibilisés, très fortement féminisés, comment va-t-on faire, au-delà d'applaudir à 20 heures les soignantes et les soignants, pour réellement valoriser ces métiers-là dans la durée? Je ne sais pas si tu es toujours là, Stanislas. Oui, je t'entends. Je pense que c'est vraiment fondamental parce que ici, alors on pourrait pousser à l'extrême, dans les systèmes d'échange libre, on propose qu'une heure de travail d'un homme ou de quelqu'un qui viendrait aider à nettoyer vaut 1 heure de travail d'avocat. Et je ne sais pas si nos sociétés sont prêtes à ça, mais de revaloriser ces métiers, on se rend compte aujourd'hui que ces métiers sont au centre du bien commun.
On a besoin de ces femmes et ces hommes. Si les éboueurs et éboueuses arrêtaient leur travail pendant quelques jours, notre société ne survivrait pas. Et donc, comment va-t-on faire aujourd'hui pour plus de respect, d'égalité, de durabilité? Et ça va participer à ce nouveau récit dont parle Pierre. C'est un petit exemple. Hein. On a vu sur les réseaux sociaux, et j'ai été voir moi-même, ce n'est pas une fake news, une réflexion du patronat en Suisse qui mettait en garde contre le fait que c'est dangereux que les femmes et les hommes aujourd'hui se détourneraient de la consommation et que ça pourrait avoir des conséquences graves. Voilà. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de réfléchir un petit peu autrement sur quel est le but de la vie humaine et qu'elle est peut-être autre que juste de consommer. Alors, je dirais aussi que dans la troisième partie, on en a parlé, c'est comment est-ce qu'à partir dès aujourd'hui, on va changer de rapport par rapport au vivant. Et je crois quelque chose de très, très concret, c'est le droit du vivant. Il est déjà en route. Hein. On sait aujourd'hui qu'en Nouvelle-Zélande, le fleuve Wanganui, qui s'étend sur près de 300 km, a le statut d'entité vivante. Et donc, il y a des gens qui sont portés en justice. Il y a une somme très importante qui a été pour prendre soin du fleuve. On sait que ça arrive. Voilà, on peut aujourd'hui étendre les droits au niveau du vivant en termes géographiques, inclure les montagnes, les rivières, tous les biens communs, mais aussi dans le temps, c'est-à-dire prendre en compte les générations futures. C'est très bien de nous inquiéter maintenant pour notre survie, mais qu'en est-il des générations futures? C'est une question, je pense, vraiment importante. Et là, je voudrais citer Joanna Macy, une des grandes dames de l'éco-psychologie, qui dit « Si le monde doit être guéri par des efforts humains, je suis convaincu, dit-elle, que ce sera par des gens ordinaires, des gens dont l'amour pour cette vie est encore plus grand que leur peur. » Et je pense donc que nourrir l'amour de la vie, comme le dit Joanna Macy, par l'émerveillement, par le fait de se connecter à la nature, eh bien, c'est aussi un élément central et important. Sans amour de la vie et sans joie, nous ne traverserons pas la crise. Et donc, quelles que soient les difficultés qui sont présentes aujourd'hui, et elles le sont, et des souffrances, et des gens qui meurent, et c'est dramatique, comment allons-nous prendre cette occasion-là pour nourrir notre amour de la vie en y incluant toutes les formes de vie? Je pense qu'il y a là une piste très concrète et féconde. Grégoire, par rapport à tout ça, quel message positif donner aux jeunes qui sont peut-être aussi, enfin c'est ce qu'ils le ressentent, un peu les sacrifiés de tout ce qui se passe? Bah, je pense qu'il faut, je reprendrai globalement ce que disait Abdenour sur cette idée qu'il faut passer à un moment de l'idéologie de l'utopie à la pensée politique. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais me placer sur le domaine de l'éducation, mais l'idée c'est il faut à un moment sortir, en tout cas en France, de cette vision de l'éducation du 19e siècle avec ce qui est important, c'est les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Alors, des fois, on met respecter autrui pour faire joli, mais c'est une vraie révolution de notre système éducatif qu'il faut penser. Il faut que l'objectif de notre système éducatif, ce soit précisément de créer, de développer les compétences socio-émotionnelles. Alors, les gens diront, ah, mais c'est un espèce de rêve fou, purement utopiste. Non, il y a des systèmes éducatifs en Colombie-Britannique qui, typiquement, ont mis comme objectif de leur système éducatif de développer ces compétences socio-émotionnelles. Alors, pourquoi ça a du sens de développer les compétences socio-émotionnelles? C'est ce que disait Eliot et ce qu'on disait pendant toute cette intervention, c'est-à-dire qu'on voit bien que les compétences socio-émotionnelles, c'est les compétences fondamentales pour le 21e siècle et pour régler les grands défis auxquels on est exposé, les défis en termes de santé, d'épidémie, mais aussi les défis du monde et de la nature et de l'écologie. Donc, je dirais que c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il faut qu'on mette au centre de nos systèmes éducatifs et de nos sociétés le développement de ces compétences socio-émotionnelles. C'est tout à fait possible, il faut commencer jeune, il faut aussi commencer à parler peut-être un peu différemment aux enfants, leur expliquer un peu de façon plus pragmatique ce qui est en train de se passer. Je suis quand même effectivement un peu effaré de voir qu'il y a peu de communication vers l'enfant et vers les adolescents qui traversent aussi cette crise, qui paradoxalement sont aussi en train de découvrir que, alors qu'on leur avait dit jusqu'à maintenant que le numérique c'était le grand épouvantail et qu'il fallait surtout pas passer trop de temps sur les écrans, finalement ils passent du temps sur les écrans et on est en train de développer des contenus qui sont des contenus de qualité sur les écrans, qui permettent aussi de tisser du lien social. Ils sont sur les réseaux sociaux et ils sont parfois exposés effectivement à des problématiques qui sont la diffusion des fausses informations, mais aussi ils peuvent créer du lien social alors même qu'ils sont confinés. Et donc je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie ces générations futures qui sont quand même ceux, je le rappelle, qui vont régler les problématiques auxquelles on est exposé, parce que la question c'est pas tant quel est le monde qu'on va laisser aux enfants de demain, mais quels sont les enfants qu'on va laisser au monde de demain. Et je pense que c'est ça fondamentalement qui doit être ce qui doit guider notre action, c'est de se dire quelles compétences on essaye de transmettre aujourd'hui aux enfants et aux adolescents pour qu'ils puissent régler les problèmes du 21e siècle et du 22e siècle.
Voilà, puis il y a peut-être un petit mot de la fin pour résumer notre échange, puisque le temps avance. Moi, je suis passionné par ce qui se dit. J'adore cette idée, mondialisation des cœurs, l'amour de la vie, et je suis évidemment fervent défenseur et promoteur de ces idées-là. Euh, je reviens aussi à ce que tu as dit, Stani, avant qu'on commence, en parlant des réponses qu'on amène aujourd'hui qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et donc, c'est une invitation dans la joie et l'amour de la vie à dire, mais comment on pourra aller plus loin et commencer à connecter. J'ai un ami qui s'appelle John Van Cohenberg, il parle d'intelligence interdépendante. On parle beaucoup d'intelligence collective, j'en suis un promoteur aussi, mais comment concevoir et développer une intelligence interdépendante déjà entre nous pour aller plus loin, pour que nous assumions chacun toujours plus de responsabilités en vue de contribuer à ce monde auquel nous aspirons. Merci Pierre. Peut-être à chacun une dernière phrase pour clôturer nos échanges. Vraiment, en tout cas, je vous remercie parce que c'était passionnant. Je pense qu'il y a beaucoup de terreau dans tout ce qui a été dit. Alors peut-être une dernière phrase de chacun. Stanislas, ce qui me vient, et je sais que je refais un lien par rapport à ce que tout le monde a dit, c'est je pense qu'il est temps d'arrêter d'opposer les choses, qu'on ne doit pas opposer les générations futures aux aînés, la nature aux individus, et ainsi de suite. Et c'est que c'est ensemble qu'on réussira à sortir de la crise et à changer le monde. Et que le sort de nos aînés dramatique dans les EHPAD et le sort des jeunes qui sont confrontés peut-être à une misère économique, en fait, on fait partie de la même planète et qu'on doit cesser de considérer les différences et nous rendre compte qu'on est toutes et tous des terrestres et que c'est en tant que terrestres qu'on doit apprendre à vivre mieux sur cette petite planète et vivre mieux ensemble. Merci Lios. Abdeno. Une phrase, pas alors une longue phrase, pardon, 100 points. Il me semble qu'on a vu ensemble que le défi était à la fois éducatif, politique et spirituel ou existentiel. Bon. Donc on a besoin d'une nouvelle approche qui soit systémique. Et cette approche systémique nous montre en réalité que le systémique actuel, c'est-à-dire le système actuel, est devenu complètement insensé. Il est déficient sur le plan éducatif, il est déficient sur le plan politique, il est déficient sur le plan spirituel. On ne peut pas séparer, à mon avis, les approches. Et par rapport à ça, il va falloir entrer, et je ne sais pas si c'est cette crise qui va nous y forcer ou si on va avoir besoin de prendre des coups sur la tête encore plus importants, mais il va vraiment falloir entrer dans une démarche qui soit une démarche de résistance et même une démarche de révolution. Si on ne fait pas la révolution, d'une manière ou d'une autre, contraint ou forcé, on va aller à la catastrophe. Et là, ça donnera raison, hélas, aux collapsologues de tout poil. Grégoire, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est optimiste. Et je reste sur ce que je dis. Je pense qu'on est, nous humains et animaux, parce qu'on est aussi des grands singes, on a notre cerveau a une capacité fabuleuse qui est d'apprendre, de toujours apprendre, d'être curieux, de vouloir finalement très intuitivement et très spontanément d'aller vers l'altruisme, vers des choses positives. Et donc, il faut cultiver cette compétence de notre cerveau et finalement cultiver notre capacité à apprendre à résister. On parlait de résistance sociétale, de révolution, mais il faut aussi apprendre à penser contre soi-même parce que effectivement, nous avons tous une part d'irrationalité qui peut parfois amener à des choses fabuleuses, mais parfois nous amener collectivement à déraisonner. Donc, apprenons à résister et pensons contre nous-mêmes parfois, parce que ça nous amènera peut-être à penser mieux de façon collective. Voilà, un tout grand merci à tous les quatre d'avoir rendu possible ces échanges passionnants. Merci Stani d'avoir pris cette initiative.